Souvent, je rencontre des gens qui disent « Ah, c'est toi qui fais le singe, j'en vois partout, partout ». Et moi, j'ai toujours l'impression que j'en fais pas assez. Donc ce petit singe, il est là pour faire sa place et surtout pour être là en nombre. L'agenda culturel de Beyrouth vous présente Yané, précise ta pensée, le podcast qui va à la rencontre des jeunes artistes au Liban. Salut à tous, c'est donc Ella et Leslie. On est aujourd'hui avec Eps. En deux mots, Eps, qui es-tu ? Donc bonjour, je m'appelle Eps, merci de me recevoir. Donc moi je suis libanais, je suis graffeur libanais. Je suis né et j'ai grandi en Côte d'Ivoire. Je suis rentré au Liban à mes 18 ans alors qu'il y avait la guerre civile en Côte d'Ivoire. Je suis passionné de dessin depuis que je suis gamin. J'aurais pas cru que ce serait devenu mon métier, ce qui est le cas aujourd'hui. J'ai découvert le graphe en Côte d'Ivoire à travers des magazines de graphes français qui se vendaient en fait à l'époque au kilo sur les marchés. Donc en fait acheter des magazines au kilo, pas à l'unité. Et je suis tombé sur les 3 premiers numéros d'un magazine qui s'appelle Radical, qui était un magazine d'art urbain qui était basé à Paris en fait à l'époque et qui relayait pas mal de graphes européens et américains. Et du coup, c'est les premières fresques que j'ai vues, c'était dans ce magazine-là. Et moi, j'aimais bien déjà la culture hip-hop et ces choses-là. Et du coup, ça m'a beaucoup marqué. Et à partir du moment où j'ai vu ces magazines, j'ai voulu faire partie en fait de cette culture et participer. L'esthétique et la façon de procéder par rapport à tu vois, de choisir des murs et de mettre ces œuvres-là sur des murs qui sont accessibles à tout le monde, c'était quelque chose qui m'a beaucoup plu dès le début. Après, je commençais à faire des sketchs qui se rapprochaient plus du graffiti, on va dire, mais sur papier. Et j'ai essayé quelques fois, quand j'étais en Afrique, j'ai acheté des bombes, mais il n'y avait pas de référence, personne ne faisait de graphe là-bas, il n'y avait pas de bombes spécifiques, donc j'ai acheté des bombes sur le marché qu'on trouve et qui ne sont pas du tout adaptés à la façon dont nous on travaille aujourd'hui, parce qu'il y a beaucoup de marques qui sont devenues des outils professionnels pour ce que nous on fait en fait. Et forcément le résultat n'était pas terrible. Donc j'ai eu du mal à m'accrocher, j'avais pas vraiment de référence, j'arrivais pas à faire de lignes propres, j'arrivais pas à retranscrire les proportions sur des grandes tailles. Donc j'ai continué à sketcher et quand je suis rentré au Liban, il n'y avait pas de graphe ici non plus, donc je suis rentré en 2002 à peu près, et c'est aux alentours de 2006 qu'il a commencé à vraiment y avoir du graffiti, ce que moi je considère être du graffiti dans sa forme urbaine et moderne, on va dire, donc qui ressemble à ce qu'on voit, qui est plus du domaine des fresques, etc., plutôt que ce qui existait ici avant, qui était plus le graffiti politique, les stencils et des trucs comme ça, qui sont plus une façon, comme nous, de marquer un territoire, mais un but religieux ou politique, ce que nous, en général, on ne fait pas trop en tant que graffeur ici au Liban. Ouais. Et c'est quoi ta marque de fabrique, du coup ? Donc, au fil des années, j'ai essayé de développer mon style. Aujourd'hui, je pense que le truc phare qui va faire que tu vas reconnaître mon travail, c'est surtout le singe. Après, je pense qu'il y a une marque de fabrique dans la façon de travailler. Je crois que c'est propre à chaque artiste et à leur touche. Donc, j'aime à croire que ma touche est quand même assez perceptible et que c'est quelque chose que tu arrives à reconnaître assez rapidement, même s'il n'y a pas forcément un singe. Le singe, c'est plus simple, c'est automatique, on sait que c'est moi. J'ai défoncé la ville et les alentours. Je crois que singe. Ouais, et il y a une petite histoire rigolote derrière le singe. Donc, comme je vous disais tout à l'heure, moi je viens d'Afrique et en fait, quand j'étais en Afrique, moi je me sentais africain, pourtant je suis blanc et je suis libanais, donc j'ai jamais vraiment été à ma place. Et lorsque je suis arrivé au Liban, je suis libanais, mais en fait j'ai grandi toute ma vie en Afrique, donc je suis pas vraiment libanais non plus. Du coup, j'avais un peu de mal à trouver ma place et de peindre dans la ville et sur les murs de Beyrouth, ça m'a permis un peu de m'approprier la ville et de faire en sorte que les alentours et tout ce qui est autour de moi, la ville, les murs, je me sente un peu plus chez moi, comme quand tu vas poster une photo sur ton mur, sur Facebook ou quelque chose et personnaliser ou poser une toile ou un tableau dans ta maison pour que ce soit plus chaleureux et plus personnel. Moi, c'était ma façon de personnaliser ma ville et de me sentir chez moi dans mon pays où je me sentais pas vraiment chez moi aussi, quoi. Donc ce petit singe, il est là pour faire sa place et surtout pour être là en nombre.
Et aujourd'hui, je peins ce singe partout où je vais, je voyage autant que je peux. Et quand je voyage, j'essaie de toujours faire une fresque où je laisse un singe derrière moi. Et est-ce que tu vis de ton art? Comment on se fait de l'argent en fait quand on est graffeur? Alors, dans le monde entier, au jour d'aujourd'hui et à l'époque où nous on a commencé à peindre, le graffiti c'est quand même pas mal commercialisé. Après, c'est une forme d'art, si on l'appelle graffiti ou pas, c'est une forme d'art qui pour moi existe depuis très longtemps. Des gens qui font des fresques et qui se font payer pour faire des fresques, c'est quelque chose qui existe depuis très très longtemps. Après, oui, il y avait un certain créneau où il y avait une demande par rapport à des fresques qui se rapprochent de ce style. Et donc, voilà, les gens ont vu des peintures dans la rue. Quand on peint dans la rue, on rencontre des gens. Et avec le bouche à oreille, je me suis retrouvé à faire mon premier taf, puis mon deuxième, puis mon centième, puis mon millième. Donc, techniquement, I'm for hire. Et qui demande ces fresques-là? Qui te paye en fait pour faire des fresques? Alors, quand je peins dans la rue, je peins pour moi, donc personne ne me paye pour faire ces fresques, je les paye de ma poche. Après, il y a certaines fois où on fait des événements avec des NGO ou même avec des gens privés, comment tu dis ça? Avec des particuliers. Avec des particuliers, voilà, qui vont nous commissionner pour peindre des surfaces en extérieur ou pas. Après, ça dépend de ce qu'est la peinture et de où est-ce qu'on est en train de la faire. Au-delà de ça, le point de vue commercial de ce truc-là, c'est surtout, on va dire, des hôtels, des boîtes de nuit ou des particuliers qui veulent avoir des fresques dans leur maison, dans le salon, dans la chambre des enfants, ou, comme je disais, des hôtels, un mall. Et après, il y a la réalisation de fresques en tant que telle. Après, il y a aussi des événements, des ateliers avec des enfants, des ateliers avec des adultes pour initier au graffiti. Donc c'est quand même un domaine qui est assez vaste et il y a quand même pas mal de façons de faire de l'argent ou de vivre de cette passion. Et je me considère très chanceux d'avoir eu la chance justement d'arriver à un endroit où j'ai réussi à vivre et finalement bien vivre jusqu'à ce qu'il n'y ait plus de travail de ma passion. Et donc c'est de cette manière-là que tu arrives à financer ton matériel, les bombes, etc. Mais du coup on imagine qu'avec la crise, les prix ont aussi beaucoup augmenté. Est-ce que, comment tu fais pour continuer à graffer malgré tout ça? Ok, donc je vais essayer de répondre en deux temps. D'abord, lorsque tout était normal, entre guillemets, le fait de travailler régulièrement fait que ça génère de l'argent et ça génère du matériel. Parce qu'on ne finit jamais les bombes jusqu'à la dernière goutte. Du coup, j'ai quand même un stock de matériel et ça a toujours été quelque chose qui a été important pour moi, c'est d'avoir assez de matos et surtout lorsque je suis payé pour faire un taf, de pouvoir dégager une certaine somme pour pouvoir réinvestir dans mon travail et ne jamais manquer de peinture pour pouvoir faire des peintures pour moi dans la rue. Donc en fait, le fait de travailler et de gagner de l'argent à partir du graffiti, ça m'a permis d'abord de vivre et de bien vivre, puis d'avoir de quoi continuer à investir dans mon travail et me développer en tant qu'artiste. Au jour d'aujourd'hui, avec la crise, là c'est plus la même chose, tout est beaucoup plus compliqué, tout est énormément plus cher. À partir du moment du lendemain de la Révolution, moi j'ai arrêté de travailler en tant que tel parce que je crois qu'on est quand même à la fin de la liste en termes de priorité. Je crois que manger, boire, se soigner, c'est quand même plus important que de décorer ou d'avoir des belles pièces d'art ou investir dans l'art. Donc forcément, on est les premiers à en souffrir. Et oui, effectivement, le matériel est extrêmement cher. Et non, là, c'est devenu très difficile d'acheter du matériel pour moi ou même pour, dire, très peu de travail. Et quand il y a certaines opportunités de peut-être faire un job, mais c'est toujours compliqué en ce moment parce que juste le prix du matériel correspond à ce que nous avons touché en faisant un bénéfice et en ayant de quoi réaliser la fresque. Donc oui, c'est un peu compliqué, les gens sont plus réticents et les prix sont beaucoup plus bas et on travaille beaucoup moins. Donc le calcul est assez rapide. Et je crois qu'on a tous vu la fresque Hope à Downtown. On a compris que tu l'avais pas réalisée tout seul. Est-ce que tu peux nous parler un peu du collectif qui a réalisé cette fresque et aussi du coup de 100%. ce graphe en particulier? 100%. Alors la petite histoire pour le graphe Hope qui est sur les barricades en métal de l'hôtel Le Grey.
Donc déjà, ce qu'il faut dire, c'est que le Grey est en plein centre-ville, sur la place des Martyrs. Donc c'est un endroit où pour l'année qui précédait, on a passé beaucoup de temps pendant la Révolution à se manifester, à peindre aussi dans les alentours. L'hôtel, lui, a beaucoup souffert justement des manifestants parce qu'il y a eu pas mal de casses. Du coup, pour la dernière période, avant que l'explosion du port de Beyrouth ait lieu, ils avaient monté des barricades en bois d'une hauteur d'environ 2 mètres. Et c'est des surfaces que nous, on aime bien en fait. Donc, un soir, on était invité à cet hôtel-là là, pour un événement. Et en sortant, je me suis arrêté à la réception et je leur ai demandé en fait s'ils étaient intéressés tu vois, même pas de me payer quoi que ce soit, juste de nous donner la permission en fait de peindre les barricades. Parce que pour moi, c'est un beau lieu, c'est un endroit qui est important et dans lequel nous, on est en train d'essayer de créer quelque chose. Donc ça aurait été intéressant d'avoir une belle surface pour exprimer des choses en relation avec ça. Et puis ils n'ont pas vraiment donné suite. Et pas loin de 2 ou 3 semaines après, il y a eu l'explosion du port. Et l'hôtel, il a quand même pris assez cher. Du coup, ils ont fermé pour 1 an. Et juste après l'explosion, ils ont monté des grandes barricades en fer, le temps qu'ils fassent les travaux et en cas de manifestation ou quoi, pour qu'ils soient vraiment protégés, que les gens ne rentrent plus à l'intérieur de l'hôtel et tout. Et à ce moment-là, c'est eux qui m'ont contacté. Moi, je leur avais laissé ma carte et ils m'ont demandé si on était intéressés, si eux nous fournissaient le matériel, si on était intéressé justement de faire une fresque avec, je sais pas, l'intention de montrer un truc avec de l'espoir en fait. Ouais. Donc voilà. Et pour l'histoire du collectif, moi j'étais avec mes 2 collègues Spaz et Exist dans leur appart à Chrafier et on était ensemble quand l'explosion a eu lieu. Et c'est un truc qui est relié justement à cet événement et que j'ai eu envie de partager avec eux. Donc c'est un grand mur. Et ces 2 jeunes particulièrement, c'est des gens avec qui j'ai beaucoup d'affinités. C'est 2 artistes qui sont arrivés sur la scène graffiti, qui font partie de la 2e génération. Du coup, d'avoir des jeunes qui arrivent comme ça et qui envoient du steak, c'est super motivant. Et ouais, moi, ça m'a donné envie de peindre mieux, de peindre plus. Donc c'était super motivant. Et voilà, par la force des choses, on est devenus de très bons potes et on fait partie aussi du même crew. On a voyagé ensemble en Allemagne. On a participé à un événement qui s'appelle Meetings of Styles, qui est une des institutions du graffiti. Donc voilà, pour revenir à la pièce Hope. Donc je ne me voyais pas la réaliser sans eux. On a pas mal bossé sur les sketchs. On a quand même fait des sketchs qu'on a envoyés à l'hôtel pour Validation. Validation exactement. Et du coup, on en a fait quelques-uns et c'est finalement un sketch que j'ai refait moi tout seul qui a été accepté, mais on l'a quand même peint à 3. Et après, chacun a pris une partie et chacun, en suivant les guidelines du sketch, a quand même exprimé son truc. Donc il y a des parties qui sont un peu quand même personnelles à Spaz Exist dans ce mur. Et ouais, c'est des frères et j'adore bosser avec eux. Du coup, ouais, je ne voyais pas le faire autrement, ce projet-là. Et puis c'est une belle pièce enfin belle, c'est subjectif. Moi, je la trouve belle, peut-être des gens la trouvent moche, il n'y a pas de souci. Mais en tout cas, en termes d'investissement et émotionnellement, c'est quelque chose qui était important pour nous. Et pour la petite histoire aussi, la fresque a été réalisée 1 mois pile poil après l'explosion et on est en train d'apporter les dernières touches à la fresque à 18h le 4 septembre. Donc okay. Ça, c'était assez cool, c'était assez symbolique pour nous. Et voilà, ça laisse une belle trace. Après, c'est bien, on ne va pas vivre... Enfin, éventuellement, ils vont les démonter, ces murs-là, j'espère. Est-ce qu'on discutait tout à l'heure et tu nous disais qu'il y avait quand même une différence entre tag, graffiti, peinture, etc. Est-ce que tu peux nous expliquer un peu ces différences-là? Yes, donc si tu veux, je vais t'expliquer ça par étapes. Disons, le tag, c'est la base de l'expression urbaine ou street art ou ce que tu veux. Le tag, c'est la version de base où c'est juste une signature, où en général tu utilises un marqueur, une bombe ou quoi que ce soit, où tu écris juste ton nom et c'est une ligne en fait. Donc c'est une signature, donc ça c'est vraiment spécifique, c'est la signature, c'est le tag. Ce que nous on appelle le graphe, ça va être plus des pièces avec des lettres par exemple. Donc ça va être un graphe. Les flops, ça va être des lettres mais plus arrondies et plus simples, donc ça se rapproche plus du tag, ça va être entre le tag
Et le graphe et les fresques, ça va être des œuvres qui vont être plus poussées, où il va y avoir un fond, il va y avoir peut-être des lettrages, des persos. Après, c'est pas spécifique au lettrage personnage. En tout cas, c'est une œuvre qui est pas juste, qui est plus élaborée, qui va prendre plus de temps. Et dans la surface où elle va être peinte, où tu vas essayer de remplir cette surface et de faire en sorte que cette surface soit la toile entière en fait. Alors que quand tu fais un tag, tu passes par là, tu vas signer sur un morceau de quelque chose juste pour laisser une trace, c'est rapide et c'est pas le même objectif, on va dire, quoi. Ok. Et concrètement, comment ça se prépare un graphe? C'est quoi les étapes pour mettre ça en place? Tu dis, vous faites souvent des sketchs. Comment vous faites pour imaginer avant? Vous le dessinez? Vous faites peut-être des tests 3D? Comment ça se passe? Alors pour ça, je pense que c'est vraiment relatif à chaque artiste et au procédé de chacun et la manière d'envisager sa peinture en fait. Et ça dépend aussi du projet, du mur ou de la fresque qu'on va réaliser. Souvent, on va venir et on va peindre en freestyle sans rien préparer, sans prévoir des couleurs. Voilà, moi, je vais être chez moi dans mon atelier, je vais prendre une caisse de peinture. Exist va prendre une caisse de peinture, je sais pas qui va prendre une caisse de peinture. On va se retrouver, soit on essaye de mettre un peu les couleurs en commun, soit chacun va peindre. Et l'important, c'est de se faire plaisir et de peindre tous ensemble. Des fois, on va avoir un truc où il va falloir justement avoir un message, ou comme par exemple Hope. Et Hope, on a passé une semaine non-stop à dessiner pour pouvoir avoir la fresque. Donc là, on est en train de dessiner sur différents supports, soit sur papier, soit sur tablette. Et on est en train de mettre les couleurs, les proportions. Et ça veut dire, à ce moment-là, les pièces, on les a finies avant de les avoir faites. En fait, tu l'as produit une fois sur le sketch et tu reproduis le sketch après sur le mur. Donc ça, c'est vraiment relatif à chaque artiste. Moi, personnellement, j'aime bien la partie freestyle et des fois, j'aime bien m'exprimer sans avoir forcément un sketch ou quelque chose, mais j'aime bien préparer. J'aime bien savoir, souvent sur beaucoup de choses que je fais, je vais d'abord aller faire un repérage pour les murs que je veux peindre. Est-ce que je vais pouvoir les peindre? Est-ce que je vais avoir un problème? Est-ce qu'on va m'arrêter pendant que je suis en train de les peindre? Est-ce que c'est un mur qui est neuf, un mur qui est vieux? Et ce que j'adore faire personnellement dans ma démarche, c'est d'aller chercher des murs qui ont un vécu, qui ne sont pas tout neufs, tout lisses, et de les remettre en valeur pour que les gens, en fait, quand ils passent à côté, ça donne une nouvelle vie à un mur ou à un immeuble ou à ouais, donc ça c'est quelque chose que moi je prépare. Je passe beaucoup de temps quand je suis en voiture ou quand je marche. Je fais beaucoup de repérage, je prends des photos et après, en fonction de comment je me sens et de ce que j'ai envie d'exprimer, ben, je vais revenir regarder les photos et dire ah aujourd'hui j'ai envie de bosser. Ça m'arrive de faire des boîtiers électriques dans la rue, Ouais. donc ça c'est des formats différents qui expriment différemment. Donc en fonction de comment je me sens et de ce que j'ai envie d'exprimer, ben, je vais aller retourner vers les archives, voir les photos. Et après, je prépare, je fais des trucs. Des fois, je pousse le sketch. Des fois, je veux juste faire un outline et les couleurs, je vais les faire Sur le tas. ouais, sur le tas de façon exactement au feeling. Et des fois, je vais avoir le truc vraiment tout fait et je vais vouloir rester le plus proche possible du sketch au millimètre près. Bon, je suis un peu OCD aussi, il faut le dire. Des fois, c'est même, c'est pas très, des fois, ça joue un peu à mon encontre, quoi. Mais oui, moi, je suis assez OCD, du coup, quand je prépare même mes couleurs, je mets tout dans l'ordre, en ligne. Mais bon, c'est vraiment relatif à ma façon de travailler, à ma façon d'envisager ma peinture. C'est pas général, en fait. Et est-ce que tu te rappelles de ton tout premier graphe? Est-ce qu'on peut encore le voir s'il avait honte? Si tu veux, vraiment, la première pièce que j'ai faite dans la rue était en 2008. Et en vrai, j'ai pas vraiment utilisé de bombe. Parce qu'il y a eu, en fait, à cette époque-là, il y a eu un espèce de workshop avec un atelier avec une légende du graffiti allemand qui s'appelle Stone et qui est venu. Et je sais pas pourquoi, en fait, à cette époque-là, j'étais considéré graffeur, pourtant j'avais jamais peint. Donc j'ai été appelé à participer à cet atelier-là. Je crois que je disais à tout le monde que j'étais graffeur, mais en fait, c'était juste quelque chose que j'avais envie et que j'étais en train d'exprimer, tu vois, mais qui n'était pas vraiment là encore. Donc bon, je me retrouve là à participer à cet atelier-là. Et vu que dans cet atelier, j'ai rencontré justement une partie des gens qui peignaient déjà depuis 2006. Donc il y avait de l'expérience du travail avec la bombe et tout. Donc moi, j'avais jamais peint à la bombe. Du coup, le gars Stone m'a dit, tu peins,
t'as des pinceaux, t'as des pots, tu ne peindras pas à la bombe. Et moi, j'étais là. Bon, j'ai quand même peint, hein. Il m'a fallu 2 jours et demi pour faire 2 mini-persos. Aujourd'hui, ça me prendrait une demi-heure. Donc ouais, il n'y avait pas de bombe dessus, mais c'était quelque chose que j'ai fait. C'était les premières œuvres que j'ai laissées sur un mur à Beyrouth. Et d'ailleurs, un des persos que j'ai fait ce jour-là, c'est une espèce de typique personnage libanais avec son petit chapeau rouge. Et ben, à l'époque aussi, c'était différent. Tu vois, si on te demandait est-ce que tu fais du graphe, tu dis oui. Tu pouvais indiquer, par exemple, oui, tu connais la peinture qui est à tel endroit. Et les gens savaient directement parce que les peintures, tu les comptais sur les doigts d'une main, le nombre de peintures qu'il y avait dans tout le Liban. Maintenant, c'est bien, c'est fini. Ça fait partie du paysage. Du coup, c'est un peu différent. Et ce petit personnage-là, on peut le voir encore ou pas? Ouais, il a perdu un peu de couleur parce qu'il a presque plus que 10 ans maintenant. Mais il est encore là et il a été respecté pour l'instant. Il n'a pas été recouvert, il n'a pas été éclaté ou quoi. Donc, il est où? tu vois, si tu viens du Forum Ouais. et qu'il y a Peugeot, la compagnie Peugeot à droite, okay. C'est tout à fait en face, juste en face. Ok, bon, on ira voir ça. Ouais. Depuis ce petit personnage-là, on sait que tu as quand même beaucoup graffé à Beyrouth. Est-ce que tu serais capable de nous dire combien de graphes tu as fait à Beyrouth? C'est impossible. C'est impossible. Tu sais quoi, je vais même pas parler de tous les graphes que j'ai fait, je vais juste parler des singes, parce que ça fait genre un peu moins. Donc on va essayer de quantifier. Et souvent je rencontre des gens qui disent ah, c'est toi qui fais le singe, j'en vois partout, partout. Et moi j'ai toujours l'impression que j'en fais pas assez. Et là, dernièrement, j'étais en train de faire un travail d'archive, vider mon téléphone, retrouver les photos et tout. Et je commence, parce que jusqu'à aujourd'hui, j'ai même pas un dossier où je toutes les photos de mes singes et trucs comme ça. Donc j'essaye un peu d'organiser tout ça. J'étais là, mais qu'est-ce que c'est que ça? Et je crois qu'il y en a plus que je ne veux bien le croire en vrai, quoi. Tu penses qu'il y en a que tu as oublié? Complètement. Sûr et certain, pas. Sûr et certain. D'ailleurs, des fois, j'ai des surprises. Je dis, ah, tiens, j'ai pas ça. Ou des gens m'envoient des photos et j'arrive même pas à me souvenir où est-ce qu'il est, le truc, quoi. T'as une petite bombe dans la poche et un petit singe comme ça à la volée quand tu te promènes? Presque toujours, ouais. Bon, après, je sais pas si ça fait partie des choses que vous avez demandé ou pas, mais il y a un truc que moi j'aime bien par rapport au graphe au Liban. Les codes sont différents du graphe en France, du graphe de chaque pays, et c'est spécifique. La façon de peindre dans le pays, c'est en fonction de s'il y a de la répression, de la mentalité et de la situation dans laquelle tu es. Nous, quand on a commencé à peindre, on peignait parce qu'on kiffait ça, parce que les couleurs, parce qu'on avait envie d'exprimer quelque chose et qu'on avait besoin de le faire sortir. On n'a pas vraiment de répression ici, on ne se fait pas courser, on ne va pas en prison. Oui, on s'est fait arrêter, j'ai déjà fait le poste plusieurs fois, mais au final, je tue personne, je vole personne. Et au pire, ça me coûte une couche de peinture. Et il s'avère que j'ai beaucoup de peinture et que j'ai plein de couleurs. Donc à la limite, j'ai plus tendance à, s'il y a le moindre problème, ben, je peux remettre le mur mieux qu'il l'était avant, tu vois. Donc, en vrai, j'ai pas l'impression de commettre un crime ou de. Et donc, dans le concept, je crois qu'on a une tendance à avoir quand même plus de temps et on peut quand même se pencher à faire un travail un peu plus poussé. On n'est pas là à vouloir travailler en speed parce qu'on va se faire courser ou avoir des problèmes. Mais de manière générale, je pense qu'on a quand même la chance de pouvoir prendre un peu notre temps. Et en tant que graffeur, je crois qu'on a une responsabilité lorsque tu vas exprimer des choses sur les murs de ta ville et que ben, tout le monde va le voir. Et il y a une responsabilité sur la façon dont je le fais. Moi, j'aimerais que cette culture-là, elle continue à s'agrandir ici au Liban. Et je me dois de donner l'exemple aux gens qui vont venir après. Tu vois, si je peins comme un âne, je saccage, c'est que je donne cet exemple-là. Donc moi, je fonctionne pas comme ça. Et voilà, tu vois, j'essaie de transmettre ça quelque part. Et justement, au Liban, il n'y a pas de loi en fait. Tu peux graffer. Franchement, je ne saurais pas te dire exactement à 100%, mais non, effectivement, je ne pense pas qu'il y ait une loi spécifique par rapport au graffiti, quoi. Ouais. Mais est-ce que c'est frustrant du coup quand tu voyages, quand tu vas graffer dans d'autres pays où c'est beaucoup plus réglementé? Et ouais, réprimandé aussi, ouais. Comment tu t'adaptes en fait? Bah, ça dépend du pays dans lequel tu vas en vrai, quoi. Parce qu'il y a beaucoup de pays où la façon de peindre est quand même similaire au Liban. Si tu vas en Europe, c'est pas pareil que si tu vas en Amérique du Sud, par exemple. Et où est-ce que tu es en Amérique du Sud? Est-ce que tu es en pleine ville ou est-ce que tu es un peu. Enfin, tu vois, tout ça, ça joue sur la façon de peindre. En général, et c'est ce qui. Enfin, je pense que c'est un peu la même chose dans tous les domaines. Quand tu fais partie d'une culture ou d'un truc comme ça, en tant que graffeur libanais, quand tu vas aller voyager dans un autre pays, généralement, tu vas rencontrer des gens
qui font la même chose que toi et ils vont t'indiquer les codes du pays. Moi, quand je suis là et qu'il y a des gens qui viennent de l'étranger, eh bien, on les amène peindre, par exemple, où tu leur indiques où acheter le matériel, où c'est quoi les codes, comment. Enfin, tu vois, tu as une certaine démarche. Et du coup, si je vais en Europe, par exemple, là où je vais assez régulièrement, je vais en France, beaucoup, 1 ou 2 fois par an, pour participer à de grosses expos. Et du coup, on est amené à beaucoup peindre. Mais quand je suis en France, je fais pas du vandal. Oui, des fois, j'ai envie de me dire, ah putain, ça serait trop bien, j'aimerais bien avoir un singe en pleine ville ici. Mais bon, je suis quand même sur un visa Schengen. Est-ce que j'ai envie de faire ça si je me fais attraper, enfin, est-ce que ça vaut pas forcément le coup? Il y a une petite frustration par rapport à pas pouvoir l'exprimer de la même façon que je le ferais ici. C'est-à-dire, je marche dans la rue, je vois un mur qui me plaît, je peux l'envisager. En France, c'est pas pareil. Il va falloir un peu. Moi, je ne veux pas t'inciter à faire n'importe quoi, mais un petit singe sur un métro parisien, Ouais, peut-être que je le ferai. Peut-être que je le ferai. un jour tu vas craquer, moi je pense. C'est sûr. Comment ça s'est passé le Covid pour toi au niveau artistique? Est-ce que en termes de créativité ça a été plus compliqué? Est-ce que tu as pu continuer à peindre? Après, par rapport au Covid spécifiquement, c'est un peu à double tranchant. Parce qu'il y a l'aspect où on est plus resté à la maison, donc tu as eu le temps de te pencher plus sur ce que tu as envie de faire, donc il y a eu pas mal un peu d'introspection, donc ça c'est pas mauvais pour le développement de l'expression artistique. Est-ce que je suis sorti? Non, en fait, moi, ça fait ouais, depuis que le Covid a commencé, surtout depuis la crise et tout. Au début, on a beaucoup peint quand il y avait la révolution, puis ça s'est calmé un peu avec le Covid, justement. On est moins sorti au début. Et après, bon, il y a une espèce d'enchaînement, la crise économique, la situation, ouais, c'est un peu difficile. Moi, là, sur 2019, ouais, sur l'année 2019, moi j'étais en pleine expansion, je revenais du Mexique et moins d'une semaine après, la révolution a commencé. Donc tous les plans ont changé et on est parti de faire des plans, de voyager, de construire, d'agrandir et de se développer à essayer de sauver les meubles. Donc ça fait une grosse différence. Donc au-delà du Covid qui est venu mettre le dernier clou, tu vois. Sur l'année 2019, j'ai dû quitter mon appart, j'ai dû fermer mon atelier et me retrancher dans les montagnes pour pouvoir continuer à survivre parce que du travail, il n'y en a pas en ce moment. Donc non, effectivement, ça aussi, ça a pas mal pesé sur le côté artistique. Je peins un peu moins quand même en ce moment. Déjà, je suis à la montagne et en général, moi, j'aime bien peindre à Beyrouth. Après, il y a plein de beaux murs, il y a des endroits de ouf et ça va bientôt, on va bientôt passer le cap et même si c'est pas à Beyrouth et que c'est pas des choses que les gens verront, il y a du contenu et de quoi faire vraiment de très très belles choses juste en bas de chez moi en vrai. Donc ça va pas tarder et j'aimerais bien redescendre aussi peindre à Beyrouth plus régulièrement. Mais ouais, il y a plein de choses, il y a le Covid, il y a l'explosion aussi par rapport à Beyrouth même, c'est un peu délicat en ce moment, il y a des choses à faire, tu vois. Surtout parce qu'il y a eu l'explosion et que les murs de la ville ont changé, on a des pièces où il manque des morceaux, des œuvres en fait. Il y a des pièces qui ont été coupées, littéralement coupées en deux, il y a d'autres pièces où j'ai des singes, il reste qu'une oreille. Enfin, donc ouais, émotionnellement c'est un peu dur enfin, c'est plus envisageable comme avant. Là, si je vais descendre repeindre à Beyrouth, ce sera pas comme je l'aurais fait il y a 2 ans par exemple, où je vais aller vouloir mettre des trucs. Là, je vais sentir que la responsabilité est encore différente, l'intention est encore différente, et ouais, c'est un peu délicat, on va dire. Donc, je suis pas sûr de comment je me sens par rapport à ça et comment ça va évoluer, mais c'est sûr que ça a créé un changement. Et on sait que tu es aussi tatoueur. Est-ce que tes tatouages restent dans le même style que tes graphes? Alors, pour l'instant, oui et non. Alors, je suis tatoueur, on va mettre un bémol. Je suis apprenti tatoueur. Ouais. Ok, parce que c'est quand même. Alors, s'il y a bien un truc qui m'énerve personnellement, c'est quand quelqu'un commence un truc et 2 jours après, oui, je suis graffeur, oui, je suis tatoueur. Non, je pense que surtout dans cette discipline-là et dans beaucoup d'autres domaines, c'est en forgeant qu'on devient un forgeron et il y a vraiment un minimum d'heures de travail à avoir avant de pouvoir même exprimer le fait d'être graffeur ou d'être tatoueur vraiment en graffiti. Tu passes 1 an, 2 ans à peindre, et tu sais toujours pas faire un trait propre, tu sais pas faire une ombre. C'est quelque chose qui prend du temps, c'est des choses qu'il faut apprendre. Et là, tu me dis, t'es tatoueur, je me sens pas crédible. Je me sens pas crédible. Je pense que malgré tout, j'arrive à évoluer
plus rapidement que quelqu'un qui déciderait aujourd'hui, qui n'a aucune expérience, qui déciderait de commencer le tatou. Il aura le premier obstacle, ça va être le dessin et les étapes de la réalisation de ce dessin, les couleurs, les formes, les proportions. Ça, c'est quelque chose qui, pour moi, est déjà acquis et que je dois juste traduire de la bombe et le mur à l'aiguille et la peau. Donc, j'ai quand même plus de facilité, mais j'ai encore beaucoup à apprendre avant même de dire que je suis tatoueur. Mais oui, c'est quelque chose que j'aime et que c'est une nouvelle surface, une nouvelle façon de travailler que je trouve super intéressante. C'est beaucoup plus délicat. Tu peux pas effacer. Ouais, ça, tu peux pas repeindre. Ça, c'est un peu compliqué. Tu peux pas repeindre. Donc, c'est quand même une responsabilité. Mais oui, c'est quelque chose qui me plaît. Et est-ce que je traduis? Oui, forcément, je tatoue comme je peins en vrai, quoi. Après, pour gagner de l'expérience, ben là, en ce moment, moi, je suis prêt à faire tout et n'importe quoi. Je vais faire des papillons, des fleurs. Tant que je passe des heures à tatouer, moi, ça me va parce que je gagne de l'expérience. Mais j'ai déjà fait pas mal de tatouages où les gens, déjà, maintenant, viennent me trouver parce qu'ils aiment ce que je fais, justement. Notamment, là, j'ai le dernier tatou dessus dont je suis le plus fier jusqu'à maintenant, parce que c'est le plus gros et celui qui est le plus détaillé. C'était un singe que j'ai fait un mec et que j'ai rencontré le lendemain de la Révolution et qui en fait est un fan du singe en fait. Et ouais, c'est cool pour moi de pouvoir, alors que j'ai pas plus d'une quinzaine de tatous à mon actif sur des gens, d'avoir déjà tatoué 2 ou 3 singes, c'est quand même assez important pour moi, quoi. Ouais, carrément. Et là, tu nous parlais donc du tatouage dont tu es le plus fier. Est-ce qu'il y a un, deux ou trois graphes dont tu es vraiment très fier, enfin tes préférés quoi? Ah ouais, là c'est sûr, il y en a plein, c'est plus compliqué, tu vois. Mais ouais, c'est quand même souvent la dernière pièce. Si on est content du travail, en général, la dernière pièce est toujours la meilleure parce que techniquement. Tu fais que d'évoluer de toute façon. Jusqu'à maintenant, après, il y a eu une période où vraiment, techniquement, l'évolution était beaucoup plus grande. À chaque graphe, il y avait vraiment une grosse différence. Donc, tu veux que je te cite les pièces qui me Bah, si tu peux, ce serait pas mal. Pour qu'on aille les voir, quoi. Franchement, il y en a que j'aime vraiment beaucoup. Il y en a une notamment que j'ai fait l'année dernière. C'est pas un singe, c'est une pièce. Si tu descends de Cécine et que tu arrives à l'église de Saïdé, un peu plus bas, il y a un angle comme ça, il y a un espèce de mur qui est cassé comme ça en escalier. C'est un mur c'est un mur que tu remarqueras jamais si tu passes là-bas. Il est un peu retranché comme ça. C'était une maison, je pense, qui est cassée. Il reste juste le mur intérieur, c'est vraiment à l'angle. Et en descendant, il est un peu caché derrière les arbres. Enfin, c'est un truc, personne ne le regarde. Il y a des poubelles qui sont jetées là-bas et tout. Et c'est ce que je te disais tout à l'heure par rapport à la façon dont je choisis les murs. La forme du mur, il y avait un truc à faire avec. Et du coup, j'ai travaillé le perso de façon à ce que l'espèce d'escalier, en fait, c'est son nez. Et c'est une grosse tête, donc celui-là je l'aime bien parce que ouais, et puis c'est assez intéressant. Il y a le résultat final et ce que ça retranscrit. Il y a aussi le procédé derrière et comment j'arrive en fait à réaliser cette peinture qui, moi personnellement, va me donner un attachement plus ou moins grand à cette peinture. Il y a la pièce du singe Matrix aussi là. Je sais pas, vous connaissez Matrix un peu le film? Ouais. Toi non? Non. Moi, je te suis. Donc la scène du premier Matrix au tout début, quand il lui donne la red pill ou blue pill, so you decide to see the truth or to go back to fakeness and that. Donc en fait j'ai refait cette scène-là juste j'ai modifié à la place d'avoir Keanu Reeves, c'était mon singe en fait. Ok. Ouais. Et elle est La où, scène celle-là où elle est où tu vois le reflet de Neo en train de prendre la pilule dans les lunettes en fait. Ça c'est à Mono. Donc cette pièce, je l'aime bien aussi. Après, ouais, ici à Hamra, c'est juste à côté de chez vous. Tu connais le Mayflower? Ah oui, grosse tête, là. C'est moi, ça. C'est vrai. Et celui-là aussi, je l'aime bien. Celui-là, putain de challenge. Le mur, il est en W en vrai, quoi. Il est en W, il y a des fenêtres. Et ça, par exemple, c'est une commission, c'est un projet où le client me démarche pour faire le mur. Et donc, je suis payé pour le faire. Mais ce qui est beau dans ce projet-là, c'est que le client vient et ne me dit pas oui, je veux ci, je veux ça. Là. À la base, ils avaient un truc en tête et je leur ai dit écoute, moi je vais vous faire différentes propositions. Je suis arrivé avec un truc plutôt commercial et le truc qui est vraiment propre à ce que moi je fais et qui ressemble à mon travail.
présenter le premier travail. Ah, j'adore. Quand est-ce qu'on commence? Attends, il y a aussi ça. Lequel toi tu préfères? Je préfère ça. Carte blanche. 4 jours. Le projet a été fait en 4 jours. Et il y a eu ce projet, et la semaine d'avant, j'avais un mur aussi gros qui a aussi été fait en 4 jours. Donc 4 jours, 2 jours de repos, 4 jours, 2 immeubles en 2 semaines. Quoi. Nickel. Ouais, c'était pas mal. Et celui-là était vachement challenging. En plein Hamra, c'est un peu serré, les voitures pour la nacelle et tout. Et en plus, les nacelles, elles sont assez chères. Et pour arriver tout en haut, il fallait vraiment une grosse nacelle. Donc les 2 premiers jours, on avait la grosse nacelle. Et donc je devais travailler le plus vite possible et arriver le plus bas possible. Parce que le 3e jour, j'allais avoir une nacelle où je ne peux pas arriver tout en haut. Okay. Donc il fallait que le haut il soit plié, emballé, vendu. Et que j'ai pas besoin d'y retourner les 2 jours d'après. Ça va, ça s'est bien passé. Et tu disais toi-même, le contexte au Liban en ce moment, il n'y a pas de travail, la situation se dégrade et tout. Est-ce que tu prévois de partir du Liban? Je vais modifier la question. Je vais retourner la question différemment parce que je me le répète tous les jours. Si je veux partir, où est-ce que je vais? Avec quel argent? Et avec quel passeport? Parce que si j'ai gagné de l'argent sur les 10 dernières années, cet argent n'existe plus et je peux rien en faire. Donc c'est comme si j'ai rien fait. Et avec mon passeport, personne, et surtout à mon âge, où est-ce que je vais aller? Où tu veux que j'aille? Qui va me recevoir? Déjà, j'ai un visa Schengen sur 5 ans, ça c'est le meilleur truc qui me soit arrivé. Là je peux aller en France, je peux aller ou n'importe où en Europe, je peux y aller 3 mois, tous les 6 mois. Mais bon, au-delà de ça, où est-ce que... Ou alors je retourne en Afrique. Là, c'est possible. Mais bon, ça veut dire... ouais, ça peut être une option. Ça peut être une option. Je sais pas trop. En vrai, c'est assez compliqué en ce moment par rapport à ça. Les plans d'avenir, c'est pas évident, quoi. C'est compliqué pour tout le monde de se projeter déjà demain, après-demain. Ouais. Et même si, comme tu le dis, c'est hyper difficile de se projeter en ce moment, est-ce que tu as des gros projets dans les mois à venir? Des projets, oui, pour moi, et pour faire évoluer ma carrière et certaines choses, vu que j'ai plus de temps maintenant, c'est le moment ou jamais de faire les choses qui, lorsque j'étais surbooké de taf, je me disais, ah, j'ai pas le temps de faire ça, j'ai pas le temps de faire ça, là, j'ai plus de temps. Du coup, c'est ce que je mets en œuvre. Et au jour d'aujourd'hui, j'ai plus beaucoup de demandes de commission parce que c'est des choses qui, à l'heure actuelle, soit c'est vraiment en termes de prix, ça ne vaut même pas la peine de le faire parce que je vais être payé le prix de mon matériel et bon, c'est pas très lucratif et ça fait pas vraiment avancer. Et ce que j'arrive plus à faire maintenant, c'est de vendre quelques toiles. Après, j'en vends pas beaucoup parce qu'il n'y a pas vraiment d'échange et tout ça, mais c'est encore un petit truc qui continue à avancer. C'est quelque chose qui dans ma carrière, vu que je vais régulièrement en France et que quand je suis là-bas, c'est vraiment ce qui est mis en avant, c'est le travail sur toile et le travail de galerie plus que juste les murs. Après, toujours dans les événements dans lesquels on travaille, on est des graffeurs, on vient de la rue, nous on peint des murs avant de peindre quoi que ce soit d'autre, donc il y a toujours, le mur est toujours présent, mais à côté on présente aussi des œuvres que tu peux vendre et qui sont sur différents supports. Là, sur la dernière expo Mr Freeze à Toulouse, Montauban allait cette année. Donc j'ai fait une fresque et j'ai aussi fait une installation. C'est la première année où j'ai un box où je fais pas juste un mur et j'expose des toiles, je fais le mur et j'habille et je implement the concept actually. Donc c'est ce que je vais essayer de développer plus maintenant, continuer de peindre dans la rue, que ce soit à Beyrouth, à la montagne, ou peu importe, continuer à exprimer ce truc-là que j'aime tellement faire et continuer à développer le côté un peu plus des œuvres qui vont vivre plus longtemps parce que tout ce qui est sur les murs, ça a quand même une durée de vie plus limitée, on va dire. À partir du moment où tu travailles sur toile ou sur support, c'est un peu comme des toiles de maître, des trucs comme ça se conserve, ça prend de la valeur, ça se revend. Donc voilà, essayer de développer ce côté-là. Ok. Est-ce que tu aurais des conseils pour la jeune génération qui voudrait vivre de sa passion? Ça va, it's gonna sound so cheesy. Mais actually, this is what it is. It's about work. Il faut travailler. Il y a pas si c'est quelque chose que tu aimes, tu vas pas sentir que c'est du travail. Mais il faut y aller. Il faut y aller tous les jours. Il faut y aller encore et encore et encore et encore. Et j'ai quelqu'un qui était avec moi à l'université, à la fac d'infographiste, qui était une année ou 2 plus âgé, donc il avait plus d'expérience et qui bossait vachement bien. J'aimais beaucoup son travail. D'ailleurs,
quand il a su que je faisais un peu de graphe, etc., il m'a orienté, il m'a fait découvrir des artistes qui sont des putains de graphes. C'est un couple c'est des graffeurs, mais vraiment de haute voltige, quoi, et qui sont aussi des designers, en fait. Donc, dans leur façon de transcrire sur les murs, c'est très graphique. Et ils ont développé ça dans des merchandising, des t-shirts, des casquettes. Et c'est vachement intéressant. Donc lui, il m'a fait découvrir ça. Et quand je commençais à peindre, une fois, il est venu avec moi, on allait peindre. Et j'étais trop énervé, je détestais ce que j'avais peint. Et il continue, quand on se parle maintenant, il continue à me le rappeler. Aujourd'hui, 10 ans après, presque, tu te souviens, hein, quand on allait peindre, t'étais là, t'étais dégoûté par ce que t'avais fait. Pourtant, c'était pas si mal. Mais il faut être dur avec soi-même. Il faut pousser, il faut jamais dire « Ah, ça y est, c'est bon, je sais tout, je maîtrise, il n'y a pas de souci. » Non, tu maîtrises jamais, il y a toujours un souci, il faut toujours continuer à avancer, sinon on recule, je pense, c'est comme ça. Moi. Et enfin, pour suivre donc, tes projets, est-ce que tu peux nous rappeler un peu tes réseaux sociaux? Alors, je suis surtout sur Instagram, donc c'est @apocalypse avec le petit tiret en dessous. Apocalypse parce que apocalypse, Ouais. parce que c'est... On a compris le jeu de mots. Voilà, d'accord. Apocalypse. Bah, merci beaucoup. Et merci à vous. Merci. Allez, parfait. C'était Yann et Précise ta pensée. Retrouvez tous nos épisodes sur Spotify, SoundCloud, mais aussi Apple Podcasts, YouTube et bien d'autres. Et surtout, n'oubliez pas de vous abonner.